Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous offrons un plateau spécial contentieux électoral avec 3 invités et on démarrera ce talk avec M. Kofi Kwasi Martin. Il est directeur de campagne et membre de la liste RHDP au plateau qui est accompagné par Arnaud Kéhin, également membre de la liste RHDP au plateau. Puis en seconde partie, nous aurons Maître Gougnon Serge. Il est avocat au barreau d'Abidjan. Restez avec nous pour ne rien manquer de l'actualité. À vos places, prêts? On y va. C'est bon de se retrouver tous les soirs 19h15 sur Live TV, la télé sans filtre. Merci de rester avec nous et de regarder ce talk. Vous passez d'excellentes vacances en notre compagnie. Je suis Eric Landry et ça vous le savez. Mais avec moi sur ce plateau aujourd'hui, l'équipe divisée en deux mais carrément. Reste avec moi Barry Aboulrahman et Herman Aboua. Bonsoir chers amis. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Aujourd'hui, on parle de contentieux électoral et en face de nous, donc à qui nous allons poser beaucoup de questions et qui vont nous répondre. Vous savez tous, donc M. Martin Kofi et Arnaud Kéhin qui sont avec nous. Bonsoir. 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 Merci d'avoir accepté donc, de répondre à notre invitation sur ce plateau. Il y a contentieux électoral, pas qu'au plateau, mais on va s'intéresser essentiellement donc, au plateau aujourd'hui. Avec moi pour vous poser des questions, il y a Barry et Herman. Bonsoir. Vous avez tenu conférence de presse ce matin. Il était question de quoi? Ben, la déclaration que nous avons eu à faire il y a environ 1 heure portait sur la saisine du Conseil d'État par notre liste dirigée par M. Sawignon. Parce que les résultats que nous avons reçus au sortir des surcs ne nous conviennent pas. Donc le candidat a saisi le Conseil d'État par une requête en annulation. C'est pour ça que nous avons fait une déclaration pour partager cette information avec la presse. Quels sont les points essentiels de vos reproches, de vos plaintes dans ce recours que vous formulez? Alors, il y en a beaucoup. Allez-y, on commence déjà peut-être par... J'ai vu quelque part que vous dénoncez la non-conformité du listing électoral. C'est quoi concrètement? Alors, le listing électoral, à ces élections-là, en général, la CEI communique aux candidats et aux électeurs leur position sur les différentes listes dans les bureaux de vote. Il se trouve qu'à cette élection-là, moi, je vous donne mon exemple. Je prends ma carte d'électeur, je suis au bureau numéro 11, je vais voter, je ne suis pas dans ce bureau, je suis au numéro 10. Kofi Martin, par rapport à ce que je suis, j'ai réussi à me retrouver. Mais allez-y prendre la pauvre paysanne qui était ni lire ni écrire. Quand on lui dit « vous n'êtes pas là », elle est totalement perdue. Vous avez un avis là-dessus, M. Kéhin? Oui, bien sûr. En plus de ce qu'il vient de dire, il faut noter que les listes n'étaient même pas affichées. Donc je viens dans un centre de vote, je ne sais pas où voter. Et grave, cela a perturbé les électeurs. Donc, ils se sont dispersés dans la commune, cherchant où ils votaient d'habitude. Ils votaient dans un lieu donné, depuis les présidentielles et les législatives. Mais force a été de constater qu'à ces personnes-là, on leur disait, tu ne votes plus ici, tu votes de l'autre côté, et elles ne savent pas où, il n'y a pas de repère, alors que sur Internet, on avait les éléments. Tout à fait. Les listes ont été manipulées parce que ça peut arriver, mais au moins il aurait fallu communiquer aux acteurs de la chose. Quand on change de bureau de vote, il faut communiquer aux acteurs, quand je dis aux acteurs, aux partis, aux candidats et aux électeurs. L'électeur ne serait pas allé... tout va aller chercher où il doit voter. Au-delà des anomalies liées au listing électoral, revenons au jour du vote. Quelles sont les autres anomalies que vos équipes ont constatées sur le terrain le jour du vote? Le jour du vote, ce qu'on a constaté d'abord, c'est qu'il y a eu un dérèglement total. C'était annoncé qu'on ouvrait les bureaux à 8 h. Jusqu'à 9 h, 10 h, les bureaux n'étaient pas ouverts et personne ne pouvait expliquer pourquoi. On le saura plus tard par la CEI, qui nous a dit que cette désorganisation a été faite dans ce rang de façon délibérée. La CEI nous l'a avoué. Par qui? Par son président. D'accord. Mais est-ce que vous avez notifié ça dans votre recours auprès du Conseil d'État? Tout à fait. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer que ces dérèglements généraux que vous constatez au plateau auraient pu peut-être
pu, je veux dire, créer des désagréments aussi bien pour votre candidat que pour la liste de candidats, des autres candidats? Alors, je pense que la saisine ne va pas forcément... Nous attaquons plusieurs titres de dérèglement. D'accord. D'abord, l'organisateur principal, la CEI. S'il y a une désorganisation, il y a une mauvaise organisation, mais c'est pas celui qui en profite peut se taire. Mais moi, ça ne me profite pas. Je ne suis pas obligé d'accepter cette désorganisation. Donc, ce n'est pas forcément dirigé contre X ou Y. Mais nous disons qu'il y a une mauvaise organisation qui a empêché les électeurs d'exprimer correctement leur scrutin et que cela a influencé la sincérité du scrutin. D'accord. On parle de complicité dans cette affaire, de dérèglement, de dysfonctionnement donc, de la CEI, avec des bureaux de vote qui ont été ouverts assez tardivement, des fois 10h, 15h, midi ou encore 16h. Qui est coupable? Ça aussi, je suis tout à fait l'aise d'en parler parce que c'est celui qui a organisé qui lui-même relève également ces dysfonctionnements. Je dis encore une fois, c'est le président de la CEI sur les antennes d'un de vos confrères. J'ai vu que dans votre conférence de presse, vous avez dit par exemple que vous avez noté le retard. Mais on a constaté que la CEI a pris des dispositions pour que le retard accusé soit qu'on peut la rattraper. Et en quoi est-ce que ce retard-là aurait pu vous causer des problèmes, des désagréments, si on a pu rattraper? Les électeurs sont venus très tôt le matin. Depuis 7 heures, les électeurs étaient déjà présents. Imaginez-vous que des personnes qui se sont levées tôt le matin pour venir exercer leur droit de vote attendent jusqu'à 10 heures, midi, 16 heures avant qu'un bureau de vote ne soit ouvert. Ils ont été à un moment donné exaspérés, découragés, fatigués d'attendre. Et quand les bureaux de vote ont ouvert autour de ces heures-là, au-delà de 8 heures, à un moment donné, on vous dit que vous n'êtes plus votant dans ce lieu de vote ou dans ce dans le bureau de vote de voter, vous avez l'habitude de voter. Donc, devant cette situation, vous en avez marre et vous décidez de rentrer à la maison. Donc, nous disons que cette situation-là a déstabilisé la quiétude et le déroulement du vote. D'accord. Ça a été préjudiciable pour nous. Un juriste que nous avons reçu ici sur ce plateau a dit que les gens font les recours, mais souvent n'ont pas pu. Ceux qui ont pu réussir dans les recours, qui vont réussir certainement dans les recours, c'est qu'ils ont été prévoyants. Ça veut dire que pour collecter des preuves solides. Aujourd'hui, quelle est la nature des preuves que vous avez et qui pourraient entacher la régularité du scrutin, la sincérité du scrutin? Nous en avons beaucoup. On ne pourra pas les énumérer tout ici. Mais je vous dis par exemple que vous avez des électeurs qui disent « Moi, je suis allé, j'ai fait 2 ou 3 bureaux de vote, je n'ai pas pu voter, je rentre chez moi. » De toute façon, vous ne pouvez pas exposer toutes les preuves. On ne peut pas exposer toutes les preuves. D'accord. En plus, déjà déposé votre dossier dans les bureaux, nous avons déposé notre dossier en recours. Comment vous pouvez comprendre que dans des bureaux de vote, quand vous prenez le décompte sur les émargements, c'est différent du nombre de bulletins. Il y a des bureaux où on a voté, où vous trouvez 100, 150, 40, 50 personnes qui ont voté sans émarger. Il y a tous ces éléments qui ont été versés au dossier. Quel constat faites-vous par rapport à la sécurité dans les bureaux de vote? Est-ce que, parce qu'on a vu une vidéo où l'un des candidats, c'est-à-dire le vote, a été hué par un certain nombre d'individus non identifiés. Est-ce qu'auprès de vos représentants dans les bureaux de vote, il vous a été rapporté que certains électeurs ont été empêchés de voter par des loubards, par exemple? Oui. Moi, j'habite et je vote à l'Épépérane. D'accord. Dans ce bureau de vote, on a jeté des lacrymogènes. J'étais témoin. Je ne dis pas on me l'a rapporté. J'étais témoin. D'accord. De toute façon, nous avons vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est la bonne vidéo qui est là, le candidat RHDP au plateau qui avait été hué alors qu'il sortait copieusement hué alors qu'il sortait. Il venait de faire son vote. Donc les équipes de Live TV ont été empêchées. On n'a pas nous-mêmes ces éléments parce que les équipes de Live TV ont été empêchées donc, de filmer cette action-là, ce qui s'est passé donc, au bureau de vote où le candidat RHDP du plateau donc, a voté. Est-ce que ça fait partie de vos éléments de preuve à déposer en recours? Tout à fait. On a des éléments audio, des éléments écrits. On a également des films.
Donc on a l'ensemble de ces éléments, en tout cas une bonne partie de ce que nous affirmons, que nous avons justifié à des preuves entre les mains du Conseil d'État. Lors de vos conférences de presse, vous avez indiqué qu'il y a eu des bourrages d'une massifs. Dites-nous l'ampleur exactement et puis où est-ce que vous avez pu constater ces bourrages d'une, dans un seul bureau de vote, plusieurs bureaux de vote? Je vais aller au-delà. J'habite le plateau depuis près de 30 ans. C'est la première fois qu'une élection au plateau a dépassé 15 000 scrutins exprimés. Nous en sommes à 24 000. Suffrages exprimés. 24 000 suffrages exprimés. Quand des bureaux ont ouvert à 16 heures, avec moi, convenez qu'il est difficile, alors qu'habituellement, à 15 000, qu'on ouvre tardivement et qu'on en soit à 24 000. Rien que ça. Okay. Regardez par exemple cette image-là. C'est vraiment le sujet d'insécurité, autant de bousculades. Ouais. Disons également que parce qu'il y a eu absence de certains membres des secrétaires de bureaux de vote, dans des lieux de vote, on a été obligé de prendre des personnes, des tout venants, pour être... Des électeurs. Des scrutateurs. Voilà, scrutateurs. Président de bureau, président de bureau ou secrétaire 1 et 2. Regardez cette image également d'un vote dans la cour. Le monsieur en bleu, il est connu. Dans la cité policière. Voilà. Et regardez dans quel cadre il est bien connu. On fait les élections. Est-ce que ce type de vote-là est autorisé par le code électoral? Non, justement. Non. Et c'est ça que nous dénonçons. Et c'est ça que nous dénonçons au plateau. Et nous disons qu'au plateau, il y a eu vraiment une situation difficile. La journée de vote a été extrêmement difficile. Donc si, malgré cela, la CEI a déclaré un vainqueur, c'est certainement que la CEI a estimé qu'il n'y a pas eu de situation pouvant entacher la sincérité du scrutin. Comment réagissez-vous? Ou peut-être que la CEI n'avait pas tous les éléments. Comment réagissez-vous? Devait-elle annoncer les résultats là maintenant? Déjà, par notre réaction, nous avons décidé donc de saisir les instances. Donc nous avons utilisé notre droit de recours qui a été déposé le mercredi dernier. Ensuite, nous avons établi l'ensemble des éléments de preuve que nos avocats ont déposés auprès de ces instances-là. Vous avez, à l'entame de votre propos, présenté le fait qu'on a eu un point de presse pour étayer, pour revenir également sur ce qu'on a vécu. Donc pour nous, la CEI a déclaré les résultats, mais nous sommes allés avec notre dossier. On espère que la juridiction compétente aura épluché le Conseil d'État et voilà, regarder tous les éléments que nous avons mis en notre faveur. Aujourd'hui, qu'attendez-vous concrètement? Je voudrais rebondir sur la question. J'avoue que lorsque moi j'ai écouté le président de la CEI, je me suis dit, je ne sais pas si les procédures le permettent. Il aurait pu s'auto-saisir pour annuler cette élection sans attendre des recours. Quand lui-même avoue que j'ai des collaborateurs qui ont été corrompus, qu'on a arrêtés, qu'on va juger. On connaît les corrupteurs. Quand il a décrit tout le chaos de bureaux ouverts dans ces conditions, personnellement... Le président de la CEI a rajouté après que ces éléments n'ont pas entaché donc, le bon déroulement du scrutin, le déroulement global. Je me dis qu'il n'a pas voulu aller au bout de sa logique. Quitte à dire, moi j'ai vu ce que j'ai vu, mais si eux-mêmes qui sont acteurs acceptent le résultat, c'est tant pis pour eux. C'est comme ça que moi je prends cette situation. Qu'attendez-vous aujourd'hui du Conseil de l'État suite à l'issue des recours que vous avez déposés? Avec les éléments que nous avons apportés, avec les aveux de l'organisateur unique et principal de ce scrutin, nous disons que pour nous, il ne peut y avoir d'autre solution que l'annulation du scrutin. Rien que pour qu'on puisse le prendre. Mais vos adversaires en face disent, par exemple, si 10 fois on reprend ce scrutin, par 10 fois, ils vous gagneront. Comment réagissez-vous? Mais alors qu'on y aille. Que la CEI nous permette qu'on nous batte 10 fois, qu'on nous batte 2 fois, qu'on nous batte 3 fois. Mais il faut y aller légalement. Il faut y aller légalement. Revenons aux anomalies. Nous avons interrogé un des candidats ici de l'intérieur qui avait dit qu'à travers ses représentants, ils ont fait le constat selon lequel on leur demandait d'acheter des listes électorales, que des agents de la CEI leur demandaient d'acheter les listes électorales. Est-ce que dans votre cas, au plateau, il vous a été rapporté par vos délégués dans les bureaux de vote que le listing électoral s'achetait? Le listing électoral pour les représentants, on pouvait les acheter.
pouvait avoir des copies. Mais les copies que nous avions ne sont pas les copies qui ont servi. Donc il y a eu changement. Justement, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure en parlant de listing. Les copies que nous avons achetées pour nos représentants dans le bureau ne sont pas les copies qui ont servi. C'est pour ça d'ailleurs que les listes officielles que nous avons sur Internet ne sont pas celles qu'on a retrouvées dans les bureaux. En tout cas, les copies qui ont été utilisées ne sont pas celles que nous on avait. Est-ce que la CEI vous a donné des explications par rapport à ça? Elle n'était pas authentifiée, c'est ça que vous dites? Non, elle n'était pas authentifiée. D'accord. Et la CEI est au courant de... Je pense que la CEI est au courant, puisque c'est la même CEI qui a distribué, c'est le même document. D'accord. Ce que nous gérons, je reviens là-dessus, il aurait été bon que nous tous partions sur le même pied d'égalité. On avait tous les mêmes listes, on avait tous les mêmes listings, les listings étaient affichés, on n'aurait pas eu ça comme élément de plainte. En plus des listings, il y a eu le dysfonctionnement aussi des tablettes. Donc, à un moment donné, l'un ou l'autre devait nous servir pour nous permettre aisément de pouvoir identifier les lecteurs et leur permettre d'exprimer leur droit de vote. Donc, aussi bien les listings que les tablettes n'étaient pas au rendez-vous en ce jour du 2. Là. Ça a été donc difficile dans les bureaux de vote des électeurs de pouvoir vraiment se retrouver. Vous voyez les longues files d'attente et le dysfonctionnement des 10 tablettes. Vous êtes en train de dire que ça a été une journée chaotique pour vous? Difficile. Chaotique, effectivement, c'est le terme. Et je ne sais pas quel autre mot pourrait désigner cette journée. On en a souffert. Je vais vous donner un exemple d'une jeune dame qui était représentante de candidats dans un bureau. Elle fait des constats. Et tel que le règlement le prévoit, elle peut mentionner ces constats-là sur le procès verbal. On lui dit, tu n'écris rien ici. Elle dit, si je n'écris pas, je ne signe pas. C'est un agent des forces de l'ordre qui dit, si tu ne signes pas, tu ne sors pas de ce bureau. Elle a été obligée de signer. Elle est venue à mon bureau. Je l'ai vue, je dis, est-ce que tu es prête à ce que cet élément que tu m'expliques là, on puisse l'enregistrer et diffuser? Elle me dit, patron, j'ai peur. J'ai peur. Je ne vais pas oser. Parce qu'on n'allait pas mettre un policier après pour me surveiller dans la ville. Moi, j'ai une préoccupation. On a pu constater que dans certains centres de vote, il n'y avait pas de stickers sur les bulletins de vote. Est-ce que ça a été le cas est-ce que ça a été le cas au plateau et notamment, est-ce que cela constitue un point de recours que vous avez formulé auprès du Conseil de l'État? Ça fait partie des points que nous avons relevés. Ni sticker, ni signature. Parce qu'il devait y avoir sticker et signature sur les bulletins. Vous avez des éléments de preuve sur ces questions? On les a au dossier que nous avons versé au Conseil d'État. D'accord. Finalement, qu'attendez-vous exactement? Le recomptage, le retour donc, aux élections. Hein, on aimerait que vous le repreniez pour que le message passe. Notre souhait unique à nous actuellement, c'est de reprendre, d'annuler ces élections et de reprendre. Ce n'est pas une question de recomptage. Il y a une situation. On sait que le listing électoral au niveau du plateau, pour 7186 habitants, c'est 82 000 électeurs. Cela ne vous a pas surpris, enfin, ne vous a pas dérangé avant d'aller dans ce scrutin? C'est une situation, si elle est gérée de façon équitable, qui est valable pour tous les candidats. Donc ça, on sait. Moi, j'habite au plateau. Effectivement, je sais qu'on est 7 000 habitants, 83 000 électeurs. Tout le monde sait comment ça se passe. Mais si cela est valable pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Ça se passe comment? Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enrôlements d'abord. Des histoires d'enrôlement. Le fonctionnaire qui est au plateau, qui rentre chez lui le soir, était sur le plateau quand on a demandé de faire les enrôlements. Il s'est enrôlé là. Il y a des fonctionnaires qui ont été affectés. Les 83 000 ne sont plus exactement, plus réels, c'est sûr. Il faut peut-être faire l'audit de ce listing-là pour en extirper beaucoup de gens qui n'existent plus en réalité. Mais le fait, c'est que c'est là, et c'est ce qui est déclaré. D'accord. Donc, quelles sont les réactions en ce moment des populations du plateau? Elles sont déçues. Surtout quand, j'allais dire, l'un des auteurs principaux de ces cafouillages, c'est la CEI. Je suis obligé de le dire à tous les respects que je dois à l'institution et à ses animateurs. Mais quand elles-mêmes, je vais dire, ces autorités-là viennent l'avouer, je ne suis plus gêné d'en parler. Mais les populations du plateau sont déçues, désemparées. Elles souhaitent qu'il y ait justice pour qu'elles désignent des gens qui ont une onction, leur onction, pour les gouverner. D'accord. Quel message adressé Avant cela, j'ai une question peut-être. Rapidement. Dans 30 jours, on saura, le Conseil d'État va certainement donner son verdict. Si jamais
c'est pas vous qui... il confirme, le Conseil d'État confirme votre adversaire comme maire. Quelle sera votre attitude? Je touche du doigt d'abord parce que j'estime que, la raison nous sera donnée pour reprendre. Mais si ce n'est pas le cas, je ne saurais le dire ici, mais il faudra qu'on parle à nos populations parce que ces populations qui n'attendent autre chose que dire « OK, ça s'est mal passé, reprenons ». Et puis cette fois-ci, on sera tous là pour surveiller pour que ça se passe. Un message déjà donc, à ces populations du plateau. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? De notre camp jusqu'à maintenant, le candidat et toutes ses équipes ont demandé à nos populations de rester calmes. Parce que croire à la justice de ce pays. Et avec les éléments qu'il y a, nous espérons que le droit sera dit de façon juste. Mais pour l'heure, il n'est pas question de s'émouvoir, de se méprendre ou de commencer à, j'allais dire, à s'engueuler avec son voisin ou son frère. Parce que nous espérons que le droit sera dit, qu'il pourra ramener... Vous avez foi en la justice. Nous avons foi à cette justice. Monsieur Kérin, un dernier mot? Demandons aux populations de rester calmes. Ce qui a été fait a été fait. Le candidat a suivi ce qu'il fallait faire parce qu'on a dit, déposer le dossier, la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui. Dans le mot d'ordre, c'est on se calme, on attend, on a foi en cette justice-là, on croit en elle et on se dit que voilà, Dieu fera le reste. D'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous rappelle que nous étions donc avec pour les interroger sur le recours qu'ils ont déposé au sortir de ce scrutin du plateau. Monsieur Martin Kofi, directeur de campagne de la liste RHDP au plateau, et Pierre Noquin, membre de la liste RHDP au plateau. Merci d'être venu sur notre plateau pour répondre à nos questions. On espère que vous allez avoir raison. C'est nous qui vous disons merci de nous donner l'occasion d'expliquer à l'opinion nationale et internationale ce qui s'est réellement passé au plateau. Très bien. Restez avec nous. Merci de choisir de rester sur Live TV, la télé sans filtre. On est de retour sur le plateau du Talk. Je répète, vous aimez ces vacances sur la télé parce que vous regardez la télé utilement en regardant le Talk et toutes les émissions que vous avez regardées pendant ces vacances sur Live TV, la télé sans filtre. La deuxième partie de cette émission de ce Talk nous permet de recevoir Maître Bougnon Serge, avocat au barreau d'Abidjan. Bonsoir Maître. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On parle toujours de contentieux électoral et pour vous interroger avec moi, il y a Herman Aboua et Barry Abdulrahman. Bonsoir Maître. Première question, quelle est votre opinion sur le déroulement général de ce scrutin? Mon opinion est que je pense que la CEI a encore beaucoup de boulot. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Je pense qu'ils ont beaucoup de travail à faire. Je ne vais pas citer la commune. Non, je ne citerai pas la commune où j'ai été pendant ces élections. D'accord. J'ai pu constater... On ne citera pas non plus de candidats. De candidats, oui. Très bien. J'ai pu constater de l'intérieur beaucoup d'irrégularités, essentiellement dues au fonctionnement de la CEI. Je crois qu'on ne va pas accuser des candidats particulièrement. Je pense que les dysfonctionnements sont surtout dus au fait que ceux désignés pour organiser les élections n'ont pas été bien formés. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'ignorance qu'autre chose. Il y a beaucoup plus d'ignorance qu'autre chose. Et donc, pour moi globalement, ils sont passés à côté, ils sont carrément passés à côté de cette élection-là. J'ai vu, par exemple, vous avez fait une publication, hein, je crois que ça doit être au lendemain du scrutin, vous avez dénoncé le fait que la plupart des bulletins de vote et des procès-verbaux ne comportaient pas de stickers. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est un élément important qui entache la sincérité du scrutin? Malheureusement, bien heureusement, ce n'est pas moi qui le dis. Le 10 août 2023, ça veut dire à moins d'un mois des élections, le président de la CEI prend un arrêté pour dire qu'il est obligatoire de porter sur tous les PV de dépouillement et les bulletins de vote des stickers, des hologrammes appelés stickers, pour authentifier ceci. Quand à contrario, quand un document n'est pas de stickers, ça veut dire qu'il n'est pas authentique. Et donc, quelle est la conséquence? Il n'est pas valable. Donc, selon vous, puisque ça a été ce n'est pas selon moi. J'aurais bien voulu que ce soit selon moi, mais ce n'est pas selon moi. C'est l'arrêté qui le dit. C'est l'arrêté pris par le président du Conseil
par le président de la CEI qui dit on dit doivent. C'est une obligation. C'est l'arrêté qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis, je n'ai pas inventé l'arrêté. Et l'arrêté a été pris, je veux dire, qu'on prenne arrêté le 10 août pour des élections qui se passent le 2 septembre. Je crois qu'en ce moment-là, la CEI a pris toutes les dispositions pour que tous les bureaux de vote soient équipés de stickers, si ça doit servir à authentifier. Voilà, donc ce n'est pas selon moi. En tant qu'homme de droit, qu'est-ce que vous pouvez dire, quel commentaire vous pouvez faire du processus des recours? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des préalables? Si oui, quels sont ces préalables? Non, dans tous les cas, tout est prévu par la loi. Il y a l'ordonnance de 2020 qui a été prise par le président qui explique, qui donne les recours, qui donne des délais, etc. Tout à l'heure, j'ai écouté les représentants des candidats. Le problème sera la preuve. Et le problème reste toujours la preuve. Parce que j'ai entendu des gens dire non, moi-même j'ai été témoin d'eux, mais comme c'est souvent, parce que en fonction des élections, on saisit soit le Conseil d'État, soit le Conseil constitutionnel, voilà. Et devant ces juridictions-là, ce sont des preuves écrites. Et donc, s'il y a eu une bagarre dans un bureau de vote qui a empêché les gens de voter, si vous, par exemple, vous n'avez pas fait de constat, de PV de constat d'huissier, comment vous prouvez devant le Conseil d'État qu'il y a eu une bagarre qui a empêché les gens de voter? C'est un peu compliqué. Et donc la meilleure des choses, c'est de faire comme certains candidats, de prendre des conseils avant le processus. C'est lui qui va veiller à voir si le PV de dépouillement déjà est régulier ou pas. Moi, j'ai vu des PV de dépouillement, mais je ne vous dis pas. Allez-y, dites-le nous. Non, je veux dire, vous voyez un PV de dépouillement où il est par exemple mentionné on a reçu 100 bulletins de vote et puis à la fin, il y a 400 votants. Sérieux? Oui. Vous avez des PV de dépouillement où on vous dit que le bureau de vote a été fermé à 11h45. D'accord, avec des preuves à l'appui. C'est mentionné dans le PV de dépouillement. C'est le PV de dans le PV de dépouillement. Ah, d'accord. Le PV de dépouillement, c'est la première preuve que vous avez. C'est la première preuve que vous avez, puisque c'est celui qu'on remet à chaque candidat après le dépouillement des votes. C'est celui qui est signé par chaque représentant. Donc c'est la première preuve que vous avez. Et il doit être régulier. Si dans un PV de dépouillement, on me dit qu'on a reçu 400 bulletins et qu'à la fin de la journée, il y a 600 votants, les 200 bulletins de vote sont quittés où? Et il y a des cas où il y a des bulletins de vote, des PV de dépouillement sur lesquels il y a la signature, il y a plusieurs signatures pour différentes personnes. L'ordonnance donne les cas. La même signature pour différentes personnes. La même signature pour différentes personnes. D'accord. La même signature. Signature pour différentes personnes. C'est-à-dire que la personne signe pour plusieurs électeurs. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la même signature pour plusieurs noms différents. Plusieurs noms différents. Est-ce que c'est un cas d'irrégularité? À moins de prouver que c'est effectivement une même personne qui a signé qui a signé à la place de ces personnes. Je veux dire, c'est pour cela qu'en principe, il y a des représentants dans les bureaux de vote. C'est pour suivre le processus. Je veux dire, si vous, candidat, vous ne pouvez pas admettre qu'une personne... Parce que quand vous dites qu'une personne a signé, ça veut dire qu'une personne a voté 5 fois. C'est ça. Parce que pour signer, il faut déjà voter, il faut mettre son doigt dans l'encre indélébile et puis refaire ça plusieurs fois. Pour moi, matériellement, si les choses sont respectées, c'est quasiment impossible. Dans la mesure où, déjà avec l'encre indélébile, bon, il y a beaucoup de personnes qui sont plaintes depuis le samedi matin que l'encre n'était pas vraiment indélébile. Bon, ça, honnêtement, je ne l'ai pas remarqué. Mais sinon, ça devrait être impossible. Ça devrait être impossible. Vous avez été approché par plusieurs candidats, par certains candidats pour vous, pour les représenter en recours. Je veux dire... J'aurais bien voulu, malheureusement non. Non, d'accord. J'aurais bien voulu dans le sens où
Pour moi, c'est important que le juge électoral, soit le Conseil d'État, soit le Conseil constitutionnel, se prononce sur ces choses-là. Pour qu'une fois pour toutes, on sache à quoi s'en tenir dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas... il faut qu'on ait souvent des élections tranquilles. Je veux dire, je l'ai dit dans ma publication, que j'ai bien envie de moquer certains candidats qui ont appelé poteau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais avec ce que j'ai vu, je n'ai même pas la force de me moquer, quoi. Ouais, parce qu'il y a tellement d'irrégularités que c'est... Parmi ces irrégularités, des bureaux de vote où il n'y a pas de tablettes, les tablettes ne marchent pas. Les tablettes ne marchent pas. Il n'y a pas d'encre. Alors que dans ce qu'ils ont fourni comme document, c'est obligatoire. On vous dit qu'à 7 heures, quand le président du bureau de vote arrive, il doit veiller à ce que tout ça soit présent, le kit du vote. Et donc, à la fin de la journée, finalement, quand quelqu'un a perdu, on se demande bien, est-ce qu'il a bien perdu? Est-ce que celui qui a gagné, est-ce qu'il a vraiment gagné? Donc, c'est vraiment déplorable. Et je veux dire, j'espère que les gens, tout à l'heure j'espère que les gens ont fait des recours avec des preuves assez solides pour que sur ces questions, les juges se prononcent. Ça fera jurisprudence et puis ça permettra à la CEI de se remettre en cause et puis d'organiser des élections dignes de ce nom. Et lorsque, par exemple, dans un bureau de vote, on a vu des images ici tout à l'heure où le vote se faisait dehors, pas dans une salle. Qu'est-ce que le code électoral dit à ce niveau-là? Le code électoral dit que, dans tous les cas, il y a déjà la coutume, le code électoral, et puis le document qui a été fourni par la CEI, chaque fois j'oublie le nom, ils disent que, généralement, dans le mode opératoire, merci, dans les écoles, dans les classes, cette image-là, bon, franchement, une question. Est-ce que là, par exemple, on doit pouvoir déclarer que ce bureau de vote-là, l'opération de vote est valable ici? Comme je dis, est-ce que, là, en ce moment-là, on a cette image-là. Est-ce qu'il y a un PV qui a été fait? Est-ce que comment on appelle? A été constaté voilà, est-ce que le Conseil d'État ou bien le Conseil pourra avoir ça sous les yeux au moment où ils vont délibérer? Donc la photo seule ne suffit pas, il faut le PV. Non. La photo seule, je veux dire, parce que le commissaire de justice, il est assermenté. Vous voyez? Voilà. Et donc, lui, le papier qu'il donne fait foi. Cette photo, si moi je suis le candidat, je peux dire que vous la sortez de n'importe où. Qu'est-ce qui prouve déjà que c'est le samedi 2 septembre? Qu'est-ce qui prouve que c'est en Côte d'Ivoire? Rien. Rien. D'accord. Au moins le drapeau, au moins les couleurs. Donc pour vous, les chasubles. Au moins les chasubles. Attends, personne n'a jamais porté orange blanc vert à Taïwan. D'accord. Donc, je veux dire, voilà, et donc, envoyer cette simple photo... On aime bien regarder ces visages taïwanais. Envoyer cette simple photo peut, je veux dire, peut ne pas c'est les photos du plateau, là. Il faut les accompagner. Bon, c'est vous qui me dites que c'est une photo du plateau. Ça, c'est vous qui me le dites. Donc mettez, si vous êtes le juge, que vous recevez cette photo-là. Donc, oui. Donc la photo doit être accompagnée d'autres éléments écrits. Peut-être. C'est pour cela que je dis que quand vous avez pris vos précautions, que vous avez pris un huissier, il fait un PV de constat. Avec ces photos, la même photo émanant est inscrite dans un PV de constat, un procès verbal de constat émanant d'un commissaire de justice, fait foi. Alors que une photo prise comme ça, mise dans un dossier, ne peut pas servir, malheureusement. D'accord. Que dit la loi de ceux... On a vu des localités, par contre, à l'intérieur du pays, où des candidats même sont rentrés dans des bureaux de vote pour casser des urnes. Mais on revient à la même chose. Ouais. Ça, c'est... Vous le dites. Vous dites que un candidat est rentré pour casser des... Nous, comme je vous ai dit, je ne citerai pas le candidat. Ce que nous avons pris comme disposition, c'était de mettre des huissiers, des commissaires de justice dans tous les endroits qu'on pensait qu'il allait être chaud. Source de conflits. Source de conflits. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, si jamais il y avait eu une bagarre là-bas, on le faisait constater et puis on allait démontrer par la suite au juge que cette bagarre ou bien cette violence-là
à empêcher, par exemple, certains candidats, certains électeurs de voter. Mais sinon, quand vous me dites qu'un candidat est rentré pour aller... Oui, ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Donc, il faut forcément accompagner ces pièces-là, photographiques-là, d'éléments, d'un PV, d'un PV de constat. Voilà, c'est ça seulement qui peut convaincre le juge. D'accord. Maintenant, on revient à vous. Hein. Vous êtes quand même, vous connaissez, M. Chess Bougnon, vous êtes avocat au barreau, mais vous avez été avocat à La Haye pour Charles de Goudet. Donc, on sait que les dossiers politiques, vous êtes habitués. Aujourd'hui, vous pensez que, quel commentaire vous faites de la prestation des candidats de l'opposition? L'opposition, c'est... Comme je l'ai dit dans ma publication et comme je le dis maintenant, j'ai envie de me moquer d'eux. Je pense que j'ai envie de me moquer d'eux, mais avec ce qui s'est passé, ça m'est un peu difficile. Pourquoi vous avez envie de vous moquer d'eux? Non, je veux dire, bon, quand on n'arrive même pas à avoir deux communes pour ces partis-là, ouais, je pense que ça fait un peu rigoler, quoi. Mais bon, dans ces conditions, je suis un peu, je reste un peu sur ma faim parce que je pense que le scrutin ne répond pas aux normes démocratiques. Je pense que la CEI doit se revoir. Je pense que la CEI doit organiser les élections d'une autre façon. D'une autre façon, avec des gens. Je suis même persuadé qu'ils n'ont même pas, formé ceux qu'ils ont mis dans les bureaux de vote. Peut-être pas tous, hein. Parce qu'à un moment donné, quand il y en a qui sont absents, qui ont démissionné de leur poste sans prévenir, dans certaines communes, par exemple, celle du plateau, où le scrutin, donc les bureaux de vote ont été ouverts à 12h, à 15h, à 16h, quand ils ne sont pas là, ceux qu'on remet en place là, on va dire, ils n'ont pas été formés. Et quand on prend au pif des gens donc, dans les centres de vote pour les mettre, c'est des gens qui ne sont pas formés. Mais bon, on a ouï dire que tous ceux que l'État a réquisitionnés pour ces élections ont été formés. Bon, est-ce que... Moi, je ne sais pas si ceux qui ont fait des conneries sont ceux qui ont été réquisitionnés par l'État, mais ceux qui ont été remplacés sur le tard. Je constate que ceux qui étaient dans les bureaux de vote, en tout cas de ce que j'ai vu, sont mal formés. Moi, j'ai vu des bureaux de vote où les gens sont arrivés depuis 7 heures, ils ont fini à 16 heures, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été remplacés. Voilà, ça veut dire qu'ils n'ont pas été remplacés. Et puis, je veux dire, peu importe, la CEI est chargée des élections. Je crois à mon avis que ce sont des choses à prévoir. À prévoir, par exemple, que quelqu'un à 7 heures ne puisse pas venir. Et donc aussi rapidement, ils doivent, s'il y a par exemple 12 000 bureaux de vote en Côte d'Ivoire, je prends un exemple bête, s'il y a 12 000 bureaux de vote en Côte d'Ivoire, que c'est 36 000 personnes, ou bien, mais je veux dire, vous formez le maximum de personnes pour suppléer en cas de besoin. Voilà, vous n'allez pas venir dire à la population que bon, les résultats sont tronqués parce que le monsieur là n'est pas venu à 7 heures, il est venu à 8 heures. Mais franchement, excusez-moi, mais on n'en a rien à foutre, quoi. En tant que juriste, quel commentaire ou bien quel angle juridique vous pouvez proposer pour lutter contre la transhumance des électeurs? Le phénomène des déportivos, comme on les appelle. Bon, ce texte-là, ça m'a... Parce qu'on dit transhumance, quelle est la... moi, je me suis fait... À l'époque, je me suis fait enrôler au plateau. Moi, j'habitais en Hongrie, je me suis fait enrôler au plateau. Je ne sais plus si c'est parce que c'était plus commode ou bien je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus. C'est un peu difficile. Et je ne crois pas que ça puisse expliquer quoi que ce soit. Que je vote au plateau, ou bien à Bobo, ou bien où j'ai des intérêts, ça change quoi à la fin de la journée? Pour moi, c'est... Parce que dans tous les cas, si je quitte Agboville pour venir voter à Abidjan, je ne voterai plus à Agboville. Voilà, c'est mon opinion. Pour moi, il faut respecter, parce que vous savez, les communes, aujourd'hui, nous connaissons le nombre d'habitants dans les communes. Hein. Si ce phénomène-là gonfle le nombre de votants dans les communes, dont on connaît... Parce qu'au plateau, par exemple, il y a 7186 habitants pour 82 000 électeurs. Oui.
Parce que je veux dire, nous tous, si on parle d'intérêt, si on voudrait parler d'intérêt dans la commune, chacun de nous a des intérêts dans la commune du plateau, c'est vrai, je comprends, je veux dire, à la limite, je comprends parce que c'est lié généralement à l'intérêt. On se dit que, parce que l'intérêt du texte, c'est de dire que si je ne suis pas à Gagnois et que je viens voter juste à Gagnois pour donner une voix à une personne et puis répartie, ce n'est pas... C'est compliqué. On a envie de voter, donc si voilà, on est enrôlé au plateau... Voilà, donc, mais bon, après, je veux dire, comment on fait pour lutter contre ça? Je veux dire, moi, je dis que si la personne ne peut pas voter 2 fois, bah, c'est déjà suffisant. Merci beaucoup, hein, Maître Bougnan. Je rappelle que vous êtes venu sur ce plateau-là donc pour intervenir au nom de... Bon, pas au nom, mais pour donner conseil à tous les partis en général. Vous n'avez représenté aucun parti sur ce plateau. Vos conseils vont porter pour les prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau d'Abidjan. Maître, merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. On prendra plaisir à se retrouver dès la semaine prochaine sur ce même plateau. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Excellent week-end à tout le monde. Salam.